Bonsoir tout le monde, très heureuse de vous accueillir parmi nous ce soir pour une rencontre exceptionnelle. Nous avons le plaisir d'accueillir John Green aujourd'hui, auteur anglais des Terres bannies et de la confrérie du sang paru aux éditions Léa. Pour faire vite fait le petit programme, on va discuter là ensemble et pour les questions, ça sera plutôt en tête-à-tête pendant vos séances de signature, sachant que nous avons Lorraine qui pourra traduire si jamais vous n'avez pas envie, un peu de mal à parler anglais. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, John Green a écrit 10 romans en anglais, 7 ont été traduits en France pour l'instant. Il a reçu le prix en 2013, le prix David Guémet, justement, pour le tome 1 des Terres bannies, Malice. Il a été traduit dans 16 langues, mine de rien, et il fait partie aujourd'hui des nouvelles voix de la fantasy. John Green, hello, again. Hello, hi. Thanks so much for the invite. It's a real pleasure to be here tonight in this amazing bookshop. Thank you. Je vais quand même traduire, mais je pense que vous avez compris. Donc bonjour à tous et à tous. On est très content d'être là dans cette très belle librairie. Alors, lorsqu'on pense à la fantasy comme un genre, le premier nom qui nous vient à l'esprit, c'est Tolkien en anglais. Il a inspiré beaucoup de monde et beaucoup de choses ont été dites et faites sur le genre. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous mettre dedans également? So what brought you to add your wisdom to the whole thing? So what why fantasy over any of the genre? Well, of course, I love Tolkien. He's very dear to my heart. But my very first experience of fantasy that kind of drew me into the whole world of being a fantasy fan happened when I was very young at school, maybe 7 or 8 years old. And I don't know if you have the same tradition here in France, but in England, our teacher would gather all the children around in a circle and read to us for a book. And I remember it very clearly. My teacher started reading to me from a book called The Book of Three, which is part of the Chronicles of Prydain by Lloyd Alexander. Some of you may know it as the Disney movie, The Black Cauldron. And really, that was my intro to fantasy. Alors, donc du coup, ma première expérience de fantasy, celle qui m'a rendue fan, elle a été faite à l'école, en fait. Donc, en Angleterre, on prend un peu de temps avec l'enseignant qui nous fait nous asseoir et qui nous lit une histoire. Et du coup, il est vraiment tombé dans la fantasy avec un roman qui n'a pas été traduit en France. Il a été traduit? Oui, il a été traduit. Il a été traduit il y a quelques années, les Chroniques de Prydain, je ne sais plus chez quelle maison d'édition, mais il existe. Voilà. Donc, ce roman-là de Lloyd Alexander, qu'on connaît un petit peu plus en France avec l'adaptation Disney qui est Taram et le chaudron magique. And I remember going home very excited and pestering my mum, saying, "Please, could you buy me this book?" And she took me to a bookshop and bought me the first 3 books of that series. And I read those very, very quickly. And then my sister, whom I love very much, said, "Oh, if you like that, you might like this book." And she said, "There's a small person in it called Bilbo Baggins." And that was it for me. That was me sold down the fantasy river. Et donc du coup après ça, il a tanné sa mère pour acheter le livre ma mère m'a amenée en librairie en librairie pour acheter le livre. Et donc du coup je l'ai lu, j'ai adoré. Et ma sœur, que j'aime énormément, m'a dit « Ah bah tiens, tu devrais aussi aimer ce bouquin-là, il y a un mec un peu petit dedans. » Et c'était du coup Bilbon le Hobbit de Tolkien.
Merci. Lorsqu'on commence la lecture de vos deux séries, des Terres bannies comme la confrérie du sang, on est tout de suite confronté à un univers immense créé par un ou des dieux. La mythologie nordique, le monde viking est plutôt évident dans la confrérie. Dans les Terres bannies, on retrouve la thématique d'un dieu créateur et d'une guerre avec son premier-né, son favori, thème que l'on retrouve notamment dans la religion chrétienne. À quel point cela vous inspire-t-il? Est-ce que vous partez de ces mythologies quand vous écrivez, ou c'est un heureux hasard? When in both of your series, there's all this myth and mythology and all this religion, and there's this aspect that is like a creature god, and both children front each other. This which is central in Christian religion. How does Christian religion and all this myth and mythology inspires you? And do you start there in your writing? Yes, I always start every writing project with a world mythology. So for the Banished Lands, it was Celtic mythology. For the Bloodsworn Saga, it was Norse mythology. But with the Banished Lands, there are a few things that kind of went into the inspiration pot. So it's very much Celtic mythology. It's also Iron Age Europe and kind of Roman era history, like Caesar's Gallic War and Boudicca's Revolt. And also John Milton's Paradise Lost. So the war between angels and demons. I kind of put all of those things in a pot and stirred them up and came out with the Banished Lands. Donc tout commence avec effectivement l'aspect mythologique, que ce soit celte ou nordique. Pour les Terres bannies, c'est plutôt une inspiration des mythologies celtes, mais il y a aussi un aspect assez important où je m'inspire de la conquête romaine, de l'histoire de Boudica, et de l'Europe celtique proto-historique. J'ai aussi été très inspirée par Milton, le Paradis perdu, donc dans cet aspect de guerre entre les anges et les démons. On va revenir un peu plus sur les Terres bannies. Dedans, la figure paternelle est un élément très important. Je pense notamment à Corban, à Nasser ou encore Véradis. La complexité de leur lien est un moteur. Y a-t-il du vécu dans ces relations compliquées, peut-être, avec le père? So in the Banished Lands, there's this huge thing around for the figure. So it's very important. It's the complexity of a relation between father and son is a drive for the story. Is this something that comes from you, from your relations? Is it something that really is important to you, or is this inspiring you in how much? Yes, family is hugely important to me. I think as a writer, you're writing books, but speaking for myself, part of myself is in the books, and I think most writers are like that. And for me, even though I'm writing about giant wolves and talking crows, the heart of the story for me is family, friendship, love, loss. You know, those kind of human characteristics. And so yes, I love my father and my mother very much, and I love my children very much, and my wife, and all of those things I hope will come through in characters that I write. On retrouve aussi avec la confrérie du sang, la différence c'est que là, c'est pas des liens de sang. Je vais peut-être traduire d'abord. Ah oui, pardon. You're getting carried away. It's right, I do it all the time.
Donc oui, effectivement, c'est très important et comme beaucoup, j'écris des romans où je mets aussi beaucoup de moi-même, même si je parle de loups géants et de corbeaux qui parlent. Au cœur de mes livres, on retrouve beaucoup de relations humaines. J'aime beaucoup ma famille, mes parents, mes enfants, ma femme, et j'espère que ça se ressent à travers aussi ce que j'écris. Donc, donc je disais, dans la confrérie du sang, on a des liens non pas du sang comme pour les malices, mais là c'est vraiment la famille qu'on choisit avec ces confréries, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui ont décidé que telle ou telle personne deviendrait son frère ou sa sœur. Donc, pour rebondir, oui, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent dans vos écrits. Chosen family, chosen family, how you choose people of your own. How important is it for you? Found family, chosen family, or plain class family too? Yes, I think family isn't just by blood. You can have friendships that are as deep as family, or even deeper sometimes. Friends can feel as close or closer than brothers or sisters. So and I've experienced that in my life, and it's something that I try to write about as well. Donc effectivement, la famille, pour moi, ce n'est pas seulement la famille de sang, c'est aussi celle qu'on choisit avec des amis qui peuvent parfois être tout aussi proches. C'est quelque chose que j'ai moi-même vécu et qui est important justement pour moi de développer aussi. Autre chose, dans les deux séries, on a droit à des scènes de bataille spectaculaires, pour le coup. Très détaillées aussi. On peut même voir quelquefois des parallèles avec l'armée romaine antique. Vous vous basez beaucoup justement sur l'histoire pour ces scènes-là, ou c'est en rapport aussi avec toutes les reconstitutions peut-être que vous faites aussi? They inspired by everything like Romans. How much do you rely on history and how much do you rely on your experience in reenactment? Yes, well, I'm not just a fantasy geek. I'm a history geek as well. I love history, and so I grew up watching historical films with my family, like Spartacus, that I loved deeply. And obviously, battle scenes are a big part of that. I do Viking reenactment as well, which is with my three sons, which is really an excuse to get dressed up in a coat of mail and try and hit people with an axe. And that is very informative to my writing. Donc effectivement, en plus d'être un geek pour le côté fantasy, je suis un gros geek pour tout ce qui touche aussi à l'histoire. Donc j'ai en plus grandi avec cette culture et à regarder des péplums et des films d'action de ce genre-là. Je fais aussi de la reconstitution viking avec mes fils, ce qui est une excellente opportunité d'enfiler une côte de maille et d'aller se taper dessus avec des haches. Donc effectivement, le côté historique est très important. And doing reenactment has taught me so many little details that I wouldn't imagine if I hadn't have tried the reenactment. So for example, Et donc du coup, faire de la reconstitution historique, ça m'a amené à rentrer dans les détails de choses auxquelles je n'aurais pas forcément pensé. Et sans ça, je n'aurais pas du tout eu conscience de ça. So wearing a coat of mail is not easy. It hasn't got buttons or zips. It's very hard to get into. You have to kind of wiggle into it like a snake shedding its skin in reverse. And the first time I tried to put on a coat of mail, I was at a reenactment fair, and my wife and son were helping me get in.
and I managed to get it over my head and one arm in, and then I got stuck. And it's wrapped around my head, and I couldn't see anything, I couldn't move, and I said, "Help!" And then I heard my wife laughing. Donc du coup, effectivement, le fait de faire de la reconstitution historique, ça permet vraiment de voir les choses aussi de l'intérieur, et notamment sur des choses comme par exemple comment est-ce qu'on enfile une côte de maille, parce que il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de fermeture éclair, donc on est obligé de la passer par-dessus la tête et puis de se contorsionner jusqu'à réussir à en sortir en l'ayant enfilée. Et la première fois que j'en ai mis une comme ça, je me suis retrouvée à la mettre jusqu'à un certain point et être en fait à moitié coincée dedans. Et à appeler à l'aide et à essayer d'en sortir. Et tout ce que je pouvais rien voir, tout ce que j'entendais, c'était ma femme qui était en train de rigoler à côté. But yes, so when I actually got into the coat of mail and started reenacting it, it taught me, many things that I wouldn't have known otherwise, like how heavy a coat of mail is and how the weight hangs on your shoulders, how you have to tie a belt in a certain way, holding a shield, how heavy that is, and the grips on different grips for holding a spear, for a long reach or short reach, so many things. Donc, du coup, effectivement, ça m'a permis d'avoir beaucoup d'informations et de les ressentir moi-même. Donc, qu'est-ce que ça fait de porter une côte de maille, à quel point est-ce que c'est lourd sur les épaules, comment est-ce qu'il faut nouer sa ceinture pour répartir le poids, comment est-ce qu'on tient telle ou telle arme, si c'est pour toucher de près, de loin. Donc voilà, comment vraiment ressentir tout ça. Je vous confirme que c'est des détails qu'on repère. Autre chose qui m'a marqué, c'est la façon que vous avez d'écrire vos vilains. Alors, pas les grands méchants, on va pas spoiler, mais on va dire les plus petits vilains. Ils sont très humains au final. Vraiment l'impression qu'ils vont tout faire pour survivre. Comment on écrit ce genre de scène en fait? Comment on peut se mettre dans la tête ce genre de personnage? How you got bad guys in from their point of views, with this huge survival mood. So how are you inspired to write that, and what inspires you to write them, and how do you get into the head? Well, I always like to see a conflict from both sides of the story, rather than just from the kind of classically good guys' side. And so I will try and write characters that are on both sides of the line, and I try to write them so that they're not just kind of two-dimensional moustache-twirling villains. I try to write them so that you actually understand why they're making the decisions they make, even if they're doing terrible things. I try to write them so that you feel like there's logic to what they're doing. A bit like Thanos in the Avengers, that even though he was mad, there was a kind of logic to what he was doing. And hopefully, life isn't simple, and so I don't want to write books that feel like it's just good against evil. People are grey, and so that I try to bring that into my writing. Donc effectivement, j'aime écrire avec ces deux points de vue-là, avec les deux côtés d'une histoire, le côté des gentils comme le côté des méchants, et écrire des méchants qui sont plus que des méchants un peu en carton-pâte, en deux dimensions, et vous amener à comprendre pourquoi est-ce qu'ils prennent certaines de leurs décisions. Comment vous faire comprendre la logique qui les amène jusqu'à leurs actes, un peu comme le personnage dans les films Marvel de Thanos. Ça ne m'intéresse pas de faire des personnages en très noir et blanc, très absolus. Donc il y a cette idée de ramener de la nuance aussi dans les personnages.
Maintenant, on va aborder le sujet qui fâche. Je sais qu'il vous fait beaucoup rire. C'est toutes les morts difficiles qu'on doit vivre. Les petites larmes que nous, lecteurs, on verse, elles sont très difficiles pour nous à lire, mais je me demande comment c'est pour vous au fait de les écrire. Vous créez des personnages, vous savez qu'on va les aimer, et certains ne restent pas avec nous. Dans quel état d'esprit vous êtes quand vous nous faites pleurer comme ça? Ça vous amuse? So, what's your state of mind when you're writing this? You kill characters and you let them emotional wrecks afterwards. I mean, it's always hard to kill your characters because you've created them, you've spent time crafting them and writing them and telling their story. So it's not an easy thing to kill off your characters, but it's something that I've got used to, I think. You know, one of the things I try to do when I write is, or one of the things I love when I read is to feel. If I'm reading a book and I'm feeling the emotions, you know, whether it's sadness or happiness or anger, then for me that's a great book. If it can make me feel emotions, and so that's what I try to do with my writing. Donc c'est effectivement, même pour moi, très dur de tuer des personnages que j'ai créés avec leurs histoires, avec leur background, avec tout ce qu'ils ont vécu. Mais maintenant, je suis beaucoup plus habituée. Ce que j'aime quand j'écris et quand je lis aussi des romans, c'est de ressentir les émotions que ça apporte, les émotions à la lecture comme à l'écriture. Et pour moi, c'est ce qui fait qu'un roman est vraiment très bon, c'est qu'il nous fait ressentir ça. My sons are my first readers for my book, so if they come in to see me and they said, "Oh, Dada," and one of them's crying, and he said, "Please, you have to change this book. You can't kill that character." I will often smile and say no. Donc mes fils sont mes premiers lecteurs et voilà, je sais que quand ils viennent et qu'ils pleurent et qu'ils me demandent parce que j'ai tué un personnage, je t'en prie papa, fais pas ça, je veux pas qu'il meure. Bah, du coup en fait moi je souris, mon boulot est fait. Ouais, c'est vraiment pas sympa. It's not nice. On parlait de Tolkien tout à l'heure, il est aussi connu pour avoir créé son langage propre, l'elfique. Vous-même, dans vos livres, vous créez une langue magique. Comment on fait pour créer sa langue? Est-ce que vous avez des carnets remplis de vocabulaire? Est-ce que c'est juste quelques petits mots par-ci, par-là? Est-ce que vous trichez? So how do you do it? You have vocabularies like syllabus and all this, or do you just do it? So I have to confess I've cheated in doing that. Tolkien was a genius, far cleverer than I am. He created not just one language but many. He was a genius. So, but I try to have a magical language in all my series, but I steal them. So in the Banished Lands, I'm actually using Irish Gaelic as the magical language. And in the Bloodsworn Saga, I'm using a type of Icelandic. Apparently Icelandic is the closest to Old Norse. So yeah, and I think it gives a feel of the culture that I'm trying to conjure. Donc il va falloir que je vous avoue quelque chose, c'est que Tolkien est bien plus intelligent que moi et moi je triche. J'essaye d'avoir un langage dans chacun des livres que j'écris, mais ce n'est pas un langage que j'invente, c'est un langage que j'emprunte. Dans les terres bannies, il s'agit de gaélique. Is it Irish? Donc de gaélique, donc la langue première d'Irlande. Et pour la confrérie du sang, il s'agit d'islandais.
qui est la langue la plus proche de ce qui serait du coup la langue qui était parlée par les Vikings, la langue nordique des Vikings. C'est vrai que ça rend la chose bien plus réelle pour dans l'imaginaire, c'est nickel. Well, thank you. That's what I'm trying to do. C'est ce que j'essaye de faire. Autre chose maintenant, vous avez créé aussi des animaux et autres créatures absolument magnifiques. Bouddhaï et Foudre, bien sûr, restent à jamais dans nos cœurs. J'ai des collègues aussi qui sont pareils que moi. Dans la confrérie, on a Spert et Wesley qui sont pour le coup, on a une vraie dynamique avec les personnages, même encore plus qu'avec les chevaux et les chiens. Est-ce qu'on peut imaginer dans le futur John Gwynne écrire de la fantaisie animalière? So, animals are a huge part of your books, and readers are very attached to them. And then in the Boatswain Saga, you did something different with monsters that are integral parts of the story and about their own storyline. So they are really intelligent. Can we imagine that you one day write animal fantasy like Watership Down, something like with animals, but only animals? Okay, yeah, I love animals. I have too many in my home. Dogs, ducks, goats, sheep, lambs, all share my kitchen with me. So, too many, but that I'll blame my wife for that. But I've always loved animals growing up, and I've always enjoyed those novels where animals play a big part, like Watership Down, Narnia, The Chronicles of Narnia, White Fang, all those kind of books. So that they're always important to me to have something like that in my books. I've never really thought of writing a novel with just like an animal cast, but you might have given me a very good idea there. Thank you. Donc j'aime beaucoup les animaux, j'en ai d'ailleurs beaucoup trop à la maison puisque j'ai des chats, des chiens, des canards, des moutons, des vaches, non, des chèvres. Donc tout ce petit monde qui se partage d'ailleurs ma cuisine, mais bon, ça c'est à cause de ma femme. Donc j'aime beaucoup les livres où les animaux ont une place importante, que ce soit donc Watership Down de Richard Dawes, Je l'ai lu voilà. il y a longtemps. Ou Narnia par exemple. Voilà, ces romans où les animaux prennent de la place, une place importante dans l'histoire. Je n'avais pas vraiment pensé à faire de la fantaisie animalière jusqu'à maintenant. Donc c'est une assez bonne idée et je vais peut-être la garder sous le coude. Je le lirai. Je vous le mets. Actuellement, il y a 2 cycles dans Les Terres Bannies. Le deuxième n'est pas encore traduit chez Léa. Est-ce que vous avez dit absolument tout ce que vous aviez à dire, ou est-ce qu'on peut imaginer plus tard un petit retour? Je pense notamment aux géants qui sont une civilisation vraiment complète, donc peut-être des choses qui se seraient passées avant. So there's 2 series in version. Do you think you might connect at some point, explore more of the Chinese civilization? Do you think about that? Yes, I do. I do think about that. I have lots of ideas, and my sons are always pestering me they're coming to me and saying, "Oh, Dada, please, could you write a backstory to the giants in the Banished Lands? Could you write a backstory to Orko and the Bloodsworn? Could you write this? And can you write that?" I think, okay, well, I'd really like to, but there's kind of a long list forming in my head of projects that I'd like to do. It's just about time management. It's like reading books. There are too many books and not enough time, and it's the same with writing as well. But hopefully, we'll see. Donc j'y pense effectivement, j'ai d'ailleurs plein d'idées et j'ai mes 2 fils qui me harcèlent et me demandent constamment
de développer plus sur les personnages, sur l'histoire, sur voilà, la backstory de tel ou tel personnage. J'aimerais beaucoup, mais j'ai déjà une très longue liste de choses que j'aimerais développer dans de futurs romans. Et au final, c'est déjà compliqué de trouver du temps pour ça. On dit souvent qu'il y a trop de livres et pas assez de temps pour tout lire, mais ça s'applique aussi, ça s'applique tout autant à la lecture du coup qu'à l'écriture. Vous travaillez de chez vous. Comment on s'organise une journée de travail comme ça où on doit écrire? Nous, on vient sur notre lieu de travail, on a nos heures, on sait ce qu'on doit faire. On rentre chez nous, c'est fini. Vous travaillez de chez vous. Comment vous organisez votre journée? So, working and writing from home, how do you do it? Do you have like usual tasks to tackle during the day? How do you organize yourself while working? Well, with great difficulty. There are a lot of things going on at home in my life and distractions. So one of the things that really helps me is music. I make playlists up for when I'm writing, and I'll have headphones on so that I can concentrate and focus and kind of get into that creative place where I can write. Just try and blot out the world. But as far as a kind of routine, that varies really. I fit writing into just what's going on because big part of our life is looking after animals and their needs change every day. So I just squeeze it in when I can. Donc, j'écris depuis la maison, mais c'est quand même avec beaucoup de difficultés parce qu'il y a beaucoup de distractions. Ma manière de les éviter et de me concentrer, c'est grâce à la musique. C'est en faisant des playlists qui me permettent vraiment de me poser, de me concentrer et de me couper du monde. En termes de routine, j'ai plus une routine qui est basée sur les soins que je dois amener aux animaux et ça peut changer tous les jours. Donc, dans cette routine autour des animaux, je glisse du coup mes moments pour écrire. La playlist pour la confrérie du sang, ça donne quoi? So, how about this playlist for the Blood Song Saga that you put in it, for example? Sorry. You mentioned the playlist, right? Yeah. So, what's in the playlist? Okay. Sure. Okay, so for the Bloodsworn Saga, I listen just to Scandinavian folk music. So bands like Wodruna and Heilung, Danheim, Eivor, music like that. Donc du coup, c'est des playlists qui sont plutôt thématiques. Pour la confrérie du sang, par exemple, j'ai beaucoup écouté de folk scandinavien. Donc, Wardruna, Eivor, voilà, des groupes de folk scandinaviens. Nous, ça fait quelques jours, je parle pour moi cette fois, ça fait quelques jours du coup qu'on en parle et qu'on en parle avec les lecteurs notamment, donc on va essayer de le pousser à mettre sa playlist pour chaque bouquin sur son site internet. I was saying that I asked you to put your playlist up on your website. En tant que lecteur de vos romans, on ressent énormément d'influence. Je pense notamment à Robin Hobb, David Gemmell, pour citer les plus grands. Si on doit conclure là-dessus, est-ce que, plutôt que de nous dire exactement quels auteurs vous ont influencé, est-ce que vous pourriez conseiller 3 auteurs, vous êtes libraire, vous devez conseiller 3 auteurs en fantasy, lesquels vous conseilleriez? Robin Hobb, Tolkien, Gemmell. But if you were a bookseller for a day, what would be the 3 books you would recommend? Oh, that's a great question. It's a very hard question to answer because I could recommend many more than 3. Okay, so
I would recommend a trilogy by Bernard Cornwell called, well, book one is called The Winter King. It's his take on King Arthur. And I love that series deeply. Donc c'est une super question. Je pourrais d'ailleurs encore recommander bien plus que 3. Alors je recommanderais la trilogie de Bernard Cornwell qui est à propos du roi Arthur. Est-ce qu'elle est traduite en français? Je sais pas, peut-être. Alors il me semble qu'elle est en cours de traduction. Il y a une première série de Bernard Cornwell qui s'appelle Les Chroniques saxonnes. Ce n'est pas celle-là, même si elle a été inspirante pour les Terres bannies. Je crois qu'elle n'est pas encore, disponible cette série-là, mais qu'elle est en cours de traduction. I don't think it's available yet, but I think they are translated in French right now. Okay, Yeah. cool. So many. My favourite read of last year was The Daughter's War by Christopher Buehlman. I don't think that's translated yet either here, but that's a book that I thought was fantastic. Donc, je recommanderais aussi ma lecture favorite de l'année dernière, qui est The Daughter's War de Christopher Buehlman, qui n'est pas encore, en tout cas, traduit en français, mais qui le sera peut-être un jour. And I'd have to say something by Gemmell, so maybe Sword in the Storm. It's my favourite Gemmell novel. Et le dernier, il s'agirait de... Parce qu'il faut forcément que je cite un roman de David Gemmell. Ce serait... C'est de Title again? Sword in the Storm. Ah, l'épée dans la pierre. Je pense que c'est cette trilogie-là, en fait. C'est l'épée dans la pierre? Ouais. Donc, a priori, ce serait l'épée dans la pierre de David Gemmell. Eh bien, merci beaucoup. En ce qui me concerne, je n'ai plus de questions. Sinon, j'en aurais plein, mais on est là pour 3 jours, sinon. Vraiment un immense merci. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. On va pouvoir passer à la séance de dédicace, du coup. Et puis, si les gens ont des questions à vous poser, ils pourront vous les poser directement. Et Lorraine se fera un plaisir de traduire si besoin. Thank you. It's a great honour to be here. Merci beaucoup, c'est un grand honneur d'être ici. Thank you.